Et nous sommes de retour à ton podcast préféré, le podcast Ton Tremplin. Je m'appelle Mélissa Plante. J'espère que tu passes une super belle journée. On starte ça en force aujourd'hui parce qu'on a du pain sur la planche, gang. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu, tu vas voir. Quand j'ai fait l'enregistrement du recap du marathon d'Ottawa, il y a 2 semaines déjà, j'ai eu, excuse-moi, ça part fort, on tousse. J'ai eu du feedback de vous qui m'avez écouté. Un gros merci d'avoir été là au rendez-vous. C'est un épisode qui a été hyper populaire. J'ai eu beaucoup de feedback. Oh my God, merci Mel d'avoir partagé ce que tu as partagé parce que c'est une de mes craintes que j'avais. Et là, je te garde le scoop. Si tu n'as pas écouté l'épisode sur le recap du Marathon d'Ottawa, je t'invite à aller écouter cet épisode-là, écouter tous les épisodes, of course, mais je pense que cet épisode-là, je l'ai fait à peu près 2 heures après avoir complété le marathon. Il y a plein d'émotions dans cet épisode-là. On passe par toutes les gammes d'émotions. Encore une fois, je ne vais pas te brûler le scoop, fait que je t'invite à aller écouter. Mais je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui avaient des craintes par rapport à la course. Et le week-end dernier, j'ai fait un 5 km avec une amie, avec une de mes queens, une de mes clientes. C'était son premier 5 km officiel. Et je me suis remis un peu dans ses souliers parce que j'étais avec elle, je l'accompagnais. Fait que j'ai revécu, j'ai revu, ça se dit pas. J'ai revécu un peu cette expérience-là et ça m'a rappelé à quel point, parfois, on se brime parce qu'on a peur. Je vais juste faire pause une seconde. Je vais aller fermer la porte parce qu'il y a du bruit. OK. OK, désolée, ça me perturbait. My Love a une conférence en ce moment, donc j'enregistre l'épisode parce que c'est en ce moment que j'ai du temps. Il n'y a rien de parfait, mais ça me dérangeait. Donc, ça m'a rappelé à quel point des fois, on ne sait pas certaines choses, puis là, on se brime parce que ça nous inquiète, ça nous stresse. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un épisode de podcast, rassembler toutes les choses que je me questionnais quand j'ai commencé la course, que j'aurais aimé aussi savoir, puis peut-être que ça va pouvoir t'aider si tu es dans un parcours de course. Puis je pense que ça peut aussi t'aider si tu es dans un parcours de nage, de CrossFit, d'entraînement, parce qu'au début, des fois, on se limite parce qu'on a peur, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'on a peur d'avoir l'air fou. Fait que je pense que ça peut être un épisode pour toi. Et comme tous les épisodes, je t'invite à transposer un peu ce que je dis à ta vie. Puis la course, c'est vraiment la parfaite métaphore pour ça. Donc, si tu ne fais pas de course, on vient de le dire, tu peux transposer au bike, à l'entraînement, à ton parcours alimentaire aussi. Donc, peu importe, c'est sûr que ça va te rejoindre d'une façon ou d'une autre. J'ai écrit les points que je voulais vous parler, les choses que moi qui m'inquiétaient, que je doutais, que j'avais peur d'avoir l'air folle, mais je me disais, mon Dieu, l'épisode va durer comme 8 minutes, tu sais. Et là, j'ai reach out à toutes mes queens pour leur demander qu'est-ce que vous aviez peur, qu'est-ce que vous vous questionnez. Et elles m'ont fait une de ces listes, les amis. D'après moi, on en a pour 1 heure ensemble. Ça va quand même être un gros épisode. Si je vois que c'est trop long, je vais peut-être faire une part 2. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça va donner. Et j'ai pris des notes. J'ai beaucoup de notes ici sur mon téléphone. Ça risque d'être dans l'ordre, dans le désordre, mais je sais que tu es assez brillant, assez brillante pour me suivre et tu vas juste. You're gonna stay with me. Ça va bien aller, on va faire ça ensemble. Donc, on va starter avec une de mes queens qui me disait Mel, est-ce qu'on s'étire avant la course et après? Est-ce qu'on s'étire seulement avant, seulement après? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des mythes? Là, je commence en te disant que je ne suis pas physiothérapeute, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kinésiologue. Je vais répondre au meilleur de mes connaissances à moi et surtout qu'est-ce que moi, Mélissa Plante, je fais et qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que j'ai découvert qui m'aidait le plus. OK? Donc, j'ai une limite parce que je ne suis pas reconnue, diplômée de quelques écoles, que ce soit. J'ai des diplômes, j'ai beaucoup de connaissances anatomiques et biologiques, mais j'ai quand même une certaine limite. Donc là, on va y aller avec cette question-là. C'est tirer avant, après, un ou l'autre, les deux. Moi, personnellement, je ne m'étire jamais avant de commencer. Que ce soit la course, que ce soit en musculation, je vais aller me réchauffer progressivement, mais je ne vais pas étirer un muscle qui est froid.
Donc, par exemple, à la course, je vais commencer ma séance d'entraînement avec un jogging qui est progressif. Donc, je vais commencer avec un petit jogging lent qui va augmenter la vitesse. Donc, je vais courir un petit peu plus vite, un petit peu plus vite, un petit peu plus vite au fil des minutes pour vraiment venir réchauffer tous les muscles qui sont engagés dans la course. Mais je ne vais pas, par exemple, aller m'étirer les mollets à froid avant de commencer la course. Personnellement, m'étirer à froid, ça ne fonctionne pas. Je trouve ça presque douloureux, je trouve ça inconfortable. Je ne suis pas bien, ça ne m'a pas fait de bien quand je l'ai fait. Donc, je ne le fais plus. Je vais commencer plus mollo ma séance d'entraînement. Je vais prendre un moment pour me réchauffer progressivement à la course en augmentant la vitesse tranquillement. Et je vais faire après ça ma séance de course. Et là, à la fin, je vais venir m'étirer. Et là, étirer les quads, étirer les ischio-jambiers, les mollets, peu importe ce que tu veux étirer. Mais là, ton muscle est réchauffé. Je trouve que c'est plus facile, c'est plus agréable, c'est plus confortable. Je me suis fait dire aussi qu'il y avait moins de risques de blessure vu que ton muscle était réchauffé. Donc, c'est ce qui fonctionne pour moi. C'est ce que moi, j'ai adopté. Donc, tu pourras peut-être tester. Je t'invite à tester pas trop fort si tu t'étires à froid avant de commencer parce que ce n'est pas nécessairement des recommandations que j'ai eues, mais encore là, ce n'est pas nécessairement des recommandations de médecin non plus. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, là, j'essaie de voir les questions pour essayer d'aller un peu dans un ordre qui est logique. J'ai eu la question, commencer à courir seul ou en groupe? Je suis indécise, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux. Personnellement, encore là, je te parle de mon histoire à moi, avoir commencé à courir dans un groupe, j'aurais été trop intimidée pour faire ça. J'aurais eu peur de ne pas être capable de suivre, j'aurais été stressée, puis j'aurais probablement même pas été au final. Donc, pour moi, d'où je partais, c'était pas quelque chose que j'ai envisagé parce que j'avais la chienne. Maintenant, ma première course officielle était en 2012, donc on est dans le 2024. Donc, 12 ans après, je peux dire que courir en groupe, ça me sort de ma zone de confort encore parce que justement, je vais être sûre de ne pas ralentir le groupe, je vais être sûre d'aller à la bonne vitesse, je vais être sûre d'être avec le monde, d'être capable de leur parler, d'apprécier le moment aussi, parce que si tu es en groupe, finalement, tu parles à personne, ça ne donne pas grand-chose. Donc, c'est quelque chose qui me sort encore de ma zone de confort. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Je ne crois pas. Je pense que les deux ont des avantages et peut-être des inconvénients. Je t'explique un peu. Quand tu cours en groupe, souvent, tu vas probablement discuter, tu vas jaser, ça va te changer les idées. Tu ne penseras pas nécessairement ah, c'est long, ah, je suis fatiguée, ah, mes jambes font mal, parce que tu vas être occupé à discuter avec quelqu'un, à être questionné, à répondre, puis ça va passer vraiment plus vite. Par contre, si tu fais ça toujours en groupe, tes courses, et que là, tu arrives une journée tout seul, ça se peut que quand tu es tout seul, tu trouves ça excessivement difficile parce que là, il n'y a personne qui va te divertir. Ça m'est déjà arrivé. Je courais toujours avec une amie, on allait toujours courir ensemble. Puis à un moment donné, la vie a changé. L'amie a eu des enfants, puis on n'avait pas nécessairement le même horaire. Et quand j'ai recommencé à courir toute seule, j'ai trouvé ça vraiment mais vraiment difficile. Puis ça m'a pris un grand temps d'adaptation parce que je trouvais donc que c'était long, c'était sans fin, c'était pénible, c'était tout ça. Fait que, est-ce qu'il y a une bonne approche, une moins bonne approche? Non. Maintenant, j'aime le fait d'aller courir toute seule parce que tu y vas à l'heure que tu veux, le matin, le midi, le soir, le temps que tu veux, tu vas à la vitesse que tu veux, tu fais le trajet que tu veux. Ça, c'est vraiment bien. J'ai appris à me divertir moi-même. Fait que quand j'arrive dans une course officielle, ça aussi, c'est un point. Quand tu cours toujours avec quelqu'un, et là, tu vas faire une course officielle, puis la personne part de son bord, puis toi, tu pars du tien, c'est difficile parce que tu n'es pas habitué à ça. Donc là, maintenant, quand j'arrive à une course officielle, je suis habituée d'être dans ma tête, de me gérer. Ça va bien. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'aime courir en groupe pour justement aller me challenger, aller à une certaine heure, aller me forcer à rencontrer des gens, me forcer aussi à faire des entraînements qui sont différents,
à voir des nouveaux parcours, des nouveaux trajets, des nouvelles façons de faire. Ça, je trouve ça super intéressant. J'apprends beaucoup. Puis, ça sort de la routine aussi. Quand je fais dans des groupes de course, ça m'est arrivé deux, trois fois cette année déjà, je prends la peine de poser des questions aux athlètes, tu sais, oui, sur leur vie, sur leur qu'est-ce qu'ils aiment par la course, mais aussi qu'est-ce qu'ils aiment manger avant les courses, tu sais, leur nutrition, leur récupération, leur objectif de course, leur course. Comme ça, j'apprends plein de choses différentes. Donc, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Je ne crois pas. Je crois que pour moi, avoir un équilibre entre les deux, c'est l'idéal. Le groupe me sort de ma zone de confort. Puis, courir toute seule, ben, ça me permet beaucoup plus de flexibilité. Fait que je trouve que c'est bien. Et je t'invite à essayer les deux. Si tu aimes courir en groupe, sors de ta zone de confort puis va courir tout seul. Tu vas vivre un paquet d'émotions qui va être complètement différent. Et si tu aimes courir toute seule, je t'invite à challenger puis à trouver un club de course, un groupe de course dans ta ville, même sur Facebook avec des amis. Ça va te challenger de façon complètement différente. Ensuite de ça, on continue. Différents styles, ça c'est une autre question d'une de mes queens. Les différents styles de course pendant un vrai training. Exemple, les intervalles, les easy run, long run. C'est quoi? Est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut en faire? Il n'y a pas de police de la course, il n'y a pas de police des obligations de la course qui te dit si tu veux courir, tu dois faire ça. Ça dépend toujours de tes propres objectifs, de ce que toi, tu as envie d'accomplir, puis qu'est-ce que tu aimes. C'est sûr que si tu as envie d'accomplir une certaine distance ou d'améliorer ton temps sur une certaine distance, exemple, tu veux courir ton premier 10 km, ton premier demi-marathon, ton premier marathon, ou si tu veux battre ton temps sur ces distances-là, c'est sûr qu'avoir une structure, ça va aider. Puis c'est là que ces différents styles de course-là vont entrer en ligne de compte. Les intervalles, easy run, long run, etc. Donc, je vais essayer de décortiquer un petit peu qu'est-ce que c'est. Donc, la long run, le nom le dit, c'est ta longue sortie de course. Puis quand on suit un plan d'entraînement pour une distance X, exemple, tu as un plan d'entraînement pendant 12 ou 16 semaines, c'est souvent ça, ben souvent, tu peux avoir une longue sortie de course par semaine. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple du demi-marathon. Tu veux accomplir ça, tu as un build-up, tu as un entraînement qui va s'étendre sur 12 semaines. Mais souvent, une fois par semaine, tu vas avoir une longue sortie de course et à chaque semaine, ta distance va augmenter un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ça va être progressif pour pas que tu fasses une semaine, tu fais 5 km, puis la semaine d'après, tu t'en vas courir 18. Ça fait pas de sens, tu vas te blesser. Donc, on veut y aller vraiment progressif. Donc, la longue sortie de course, c'est vraiment ça. C'est une sortie de course qui va être une fois par semaine, souvent, plus long. Fait que ça, c'est quand même simple à comprendre. Et souvent, ça va être légèrement plus lent. Souvent, on a tendance à courir plus lentement, plus on va courir longtemps. Puis si on fait des plus petites distances, on veut augmenter la vitesse, c'est inversement proportionnel souvent. Donc, ça, c'est la long run. Après ça, les intervalles. Si tu veux améliorer ta capacité cardiovasculaire, tes muscles aussi, ta réponse, ben souvent, les intervalles vont aider. Donc, c'est quoi les intervalles? C'est de la vitesse. Souvent, on va faire, exemple, cette semaine, j'ai fait 5 fois 20 secondes à une vitesse de 5 minutes 24 par kilomètre. Donc, je faisais 5 fois des petites poussées de vitesse. Donc, je courais plus tranquillement. Puis là, par exemple, à ma minute pile sur ma montre, j'accélérais pendant 20 secondes. Après ça, je ralentissais pendant une minute. Après ça, je repartais plus rapidement pendant un autre 20 secondes et j'ai fait ça 5 fois. Donc, 5 intervalles de course. Puis ça va, comme je dis, ça aide à améliorer beaucoup ta capacité cardiovasculaire. Puis de cette façon-là, tu vas pouvoir courir plus vite sur une plus longue période de temps. Donc, si ton but est d'améliorer ton temps et de faire des plus longues sorties, ça vaut la peine d'en faire. Easy run, une petite course facile. Parce qu'on ne peut pas toujours pousser, aller vite, faire des côtes, faire des longues distances. À un moment donné, il faut se donner un break, il faut récupérer aussi. Puis aller faire une petite course qui est plus lente, plus tranquille, sans nécessairement d'accélération, sans montée, sans de côte. Ça va aider l'acide lactique. Ton corps va éliminer l'acide lactique plus rapidement. Fait que ça prend des
easy run, ça prend des courses un peu plus mollo. On ne peut pas toujours être à bloc, on ne peut pas toujours être à fond. Ça ne fonctionne pas non plus, ton corps va s'épuiser. C'est pas ça qu'on veut. Donc, je dirais que si tu as un objectif d'amélioration, il faut faire un peu tout ça. Des long runs, des easy runs, des intervalles, faire des côtes aussi pour venir travailler un peu plus les muscles de tes fesses. Voilà. Si tu n'as pas nécessairement d'objectif d'amélioration, puis que toi, tu aimes courir ton 5 km à un easy run, mais c'est correct aussi. Comme on disait tantôt, il n'y a pas de police de la course. Par contre, si tu fais toujours la même chose, le même trajet, OK, à chaque jeudi midi, quand je suis au bureau, je vais courir, je fais le même trajet à la même vitesse, je t'avertis, il y a des bonnes chances que tu vas finir par t'ennuyer. La motivation risque de baisser. Donc, je t'invite à, une fois de temps en temps, te challenger puis essayer de faire autre chose. Change de parcours. Prends un parcours qui a plus de côtes. Prends un quartier, va dans un quartier que tu n'as jamais été. Juste ça, ça va faire changement puis ta motivation va rester. Parce que si tu fais toujours la même affaire, c'est correct là, de ne pas vouloir courir un marathon. Il n'y a pas de problème là-dedans. C'est juste que si on refait toujours la même affaire, on va à un moment donné perdre le goût parce que ça devient juste plate puis tu fais la même affaire tout le temps. Là, on a parlé d'intervalle, easy run, on a parlé de long run, de côte. Quelle est la routine? Attends, non, je vais revenir à celle-là. Bon, on est allé courir, on est en été. Toutes les différentes kits de bouteilles d'hydratation, de sacs à dos, de ceinture d'hydratation, etc., je suis perdue. Ben, c'est sûr que si tu commences à courir à ce temps-ci de l'année, puis là, en ce moment, la journée que j'enregistre l'épisode, je pense qu'il fait 32 dehors, c'est chaud, ça n'a même pas de bon sens. Si tu commences à courir en été, à ce temps-ci de l'année, en plein milieu de l'été, ça te prend de l'hydratation parce que tu ne vas pas te sentir bien. Il y a plein de dispositifs qui existent sur le marché, puis je n'ai pas de meilleure recommandation à te faire. C'est quelque chose que tu vas devoir tester pour voir qu'est-ce que toi tu aimes. Puis là, je vais te donner des exemples. Il y a des petits dispositifs que c'est comme un genre de gant. C'est pas un gant, c'est comme un petit strap avec une bouteille d'eau que tu vas mettre ta main, puis tu vas tenir ta bouteille d'eau en courant. Si tu fais 5 km, ça peut être intéressant. Tu as ta bouteille d'eau, 500 ml, tu bois en courant et t'attaches après ta main. C'est pas trop gossant. Moi, ça, j'aime pas ça. Quand la bouteille est pleine, au début, je trouve ça lourd, ça me dérange, j'ai l'impression que je ne suis pas équilibrée. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi, mais peut-être que ça va fonctionner pour toi. Quand j'ai commencé à courir, je m'étais acheté une ceinture à la taille avec 2 petites bouteilles de 200. Mon Dieu, je m'excuse. C'est l'eau que j'ai bu tantôt, justement. 2 petites bouteilles de 250 millilitres d'eau. Puis, c'est ce qui fonctionnait pour moi, c'est ce que j'aimais. Oh mon Dieu, j'ai oublié de tester mon micro, gang. Oh mon Dieu, j'ai eu peur, gang. Tout est correct. Vous allez bien m'entendre. Donc, j'avais une ceinture à la taille avec 2 bouteilles d'eau de 250 millilitres. Puis ça, j'ai utilisé ça pendant des années. Je m'en suis même racheté une deuxième quand la mienne a rendu l'âme. J'utilisais ça pour des 10, des 15 puis des 21 km. Fait que ça peut être intéressant. Il y en a chez Sport Expert, dans tous les magasins de course. Il y en a même souvent au Winners. Ça peut être intéressant. Donc ça, j'ai bien aimé. Et maintenant, j'utilise un sac à dos avec un sac d'hydratation puis une espèce de gourde que j'ai acheté parce que souvent, je fais des plus longues sorties de course, fait que ça me prend plus de liquide. Puis je l'utilise aussi quand je vais faire des randonnées. Fait en ce moment, c'est ce qui fonctionne le mieux pour moi. J'ai une amie qui, quand elle fait 5 km, souvent, elle ne va pas prendre d'eau. Puis quand elle fait des courses officielles non plus. Juste quand elle va courir par elle-même des longues sorties de course. Donc, ça fait vraiment du sens de tester ce qui fonctionne pour toi. Mais oui, il y a plein de stocks sur le marché. Puis c'est de voir qu'est-ce que toi t'aimes. Peut-être que je t'inspirerai avec qu'est-ce qui fonctionne pour moi ou pas, mais je pense qu'il faut vraiment l'essayer pour le savoir. Ensuite,
Puis à l'été, je te recommande vraiment d'apporter de l'eau. Surtout si tu commences à courir, puis surtout s'il fait chaud, là, c'est comme un must. Tu ne veux pas te sentir mal en revenant, avoir mal au cœur. By the way, j'ai appris ça récemment, ça fait peut-être 6 mois que j'ai cette connaissance-là. Tu sais, des fois, on va se pousser, on va avoir chaud, on va avoir travaillé fort, même s'il ne fait pas si chaud que ça. Des fois, on a un petit mal de cœur. Ça m'est arrivé sur un demi-marathon à un moment donné. J'ai eu mal au cœur pendant presque 10 kilomètres. Et souvent, ce symptôme-là est de la déshydratation. Puis c'est complètement illogique parce que tu dis, ben là, Mel, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais te dire, bois de l'eau. Puis c'est arrivé à une de mes queens quand on était au demi de Fredericton, elle a eu mal au cœur. J'ai dit, bois de l'eau. Puis je sais, c'est contre-intuitif. Tu as mal au cœur, tu ne vas pas aller boire de l'eau, mais souvent, c'est un signal que ton corps t'envoie parce que tu es déshydraté. C'est juste weird la façon qu'il l'envoie. On continue. Mettons, il fait chaud, là. On va courir, on est en short. La question, les genres de glider gel style déo pour empêcher le chafing, est-ce que c'est nécessaire? Si vous êtes sur YouTube, vous voyez en ce moment, je vous le montre. Je vais peut-être même ce que McQueen l'a expliqué, ça ressemble vraiment à un déodorant. C'est un petit bâton avec une roulette au bout, puis le produit est blanc à l'intérieur et tu viens littéralement t'étendre ça sur la peau. Et moi, j'en mets partout où est-ce que ça y a de la friction. Fait anti-chafing, anti-friction, c'est vraiment un produit. Là, je ne suis pas scientifique, chimiste ou whatever, mais c'est un produit qui va venir repousser l'eau et ça fait en sorte que il n'y aura pas de friction. Ben, ça va glisser. Je ne pense pas que je l'explique comme il faut. Ça, c'est la marque Body Glide pour elle. Il y a pour lui. Il y en a pour les pieds aussi. Il y en a pour l'extérieur. Il y en a des plus intenses que celui-là. Moi, je vous dirais que ça, si tu fais des longues sorties de course, ça sera un indispensable. Je vous dirais que je n'ai pas mis ça avant de commencer à m'entraîner pour un demi-marathon. Pour moi, 5-10, je n'en avais pas besoin. Rendu à 15, 18, 20, 25, 30 kilos, c'est un non négociable partout où est-ce qu'il y a de la friction. Donc, j'en mets ou mon soutien-gorge, je vais en mettre sur mes bras, dans le coin des biceps, parce que des fois, ça frotte le long de tes côtes. Les cuisses. Puis ça, là, c'est le genre de truc que si t'es une fille, puis t'es comme moi, t'as les cuisses qui frottent ensemble, puis on est l'été, puis tu mets des jupes, tu peux t'en mettre, même si tu cours pas, OK? Des fois, j'en mets même ici, ou ma bretelle de soutien-gorge avec le sac à dos, avec l'hydratation. Des fois, ça frotte partout où est-ce que ça peut frotter. Tu peux aller mettre ça. Fait que je dirais pour des longues distances, c'est un must. Donc, voilà, j'aurais aimé ça, découvrir ça avant. Parce que ça peut vraiment venir brûler au point tel que tu vas avoir des gales. C'est intense, là. Ça peut être intense, la friction. On continue des bobos. Tous les bobos qui viennent avec la course, les ampoules, les crèmes de mollet, la perte des ongles. Ça, moi, là, ça me faisait bien peur de perdre mes ongles d'orteil quand j'ai commencé à courir. On va y aller avec les ampoules et la perte des ongles pour commencer. Les ampoules, les bas vont faire une grande différence. Encore là, ça dépend de ta sensibilité de ta peau, ça dépend de tes souliers, ça dépend de la grandeur de tes souliers, ça dépend des distances de course. Je n'ai pas une réponse one size fit all. Moi, je sais que j'ai, au fil des années, des marques de bas qui fonctionnent très bien, que j'adore. Puis là, parce que j'en cherche dans ma tête, on dirait que ça ne me vient pas. J'ai une paire que j'ai achetée au Decathlon que je ne me rappelle pas le nom de la marque. J'ai une paire aussi que j'ai achetée au Running Room, c'est comme deux bas d'épais. Puis le bas, comme s'il y a une épaisseur de bas qui frotte sur l'autre épaisseur de bas à la place de frotter sur ta peau. Puis ça fait moins d'ampoules. Donc, je te dirais d'essayer des bas différents. Des bas qui sont en laine de mérino aussi à l'automne, pour moi, ça fonctionne super bien parce que ça ne reste pas humide. Mais c'est le genre de choses que tu peux investir. Les boutiques de courses comme le Running Room, comme le Coin du coureur, le coureur nordique, j'ai oublié tous les autres noms, on dirait que ça vient me sortir de la tête. Le Décathlon,
Souvent, c'est des boutiques qui ont des bas qui vont vraiment aider. Et oui, ça sera des bas à peut-être 15, 18, 25 la paire. C'est le genre de truc que tu peux demander à Noël quand tu es un coureur. Souvent, j'en reçois une paire à Noël, puis ça vaut honnêtement la peine. Fait que ça peut vraiment aider. Encore là, tu peux te mettre du produit anti-chafing aussi sur les pieds. Ça va aider. La vaseline aussi, sur où est-ce que les zones qui ont des ampoules, ça peut aider. Euh, Autre chose qui va aider et qui va aider aussi à éviter la perte des ongles, ça va être de peut-être aller avec un demi-point de soulier plus grand pour justement éviter la friction. À mon premier marathon, il y a 6 ans, j'ai perdu 8 ongles d'orteil sur 10. C'est fou. C'est fou. Et à partir de là, je me suis fait, après ça, recommander de grandir mes souliers d'un demi-point. Moi, dans la vie, je porte du 9. Après ça, je me suis fait conseiller des 9,5 pour mes souliers. Et depuis ce temps, je pense que j'ai perdu un ongle d'orteil en peut-être 5-6 ans. Et c'est parce que je me suis cognée solidement dans le parc de la Gatineau sur une roche. Donc, ça l'a beaucoup aidé à diminuer les ampoules. Ça l'a beaucoup aussi évité la perte des ongles. Parce que souvent, les ongles, quand tu vas les perdre, parce qu'il y a eu un frottement, un cognement répétitif. Puis, tu sais, au bout de 5 heures d'entraînement, au bout de 10 heures d'entraînement, à un moment donné, c'est ça que ça finit par faire. Tu peux même venir des fois avec des ongles qui vont être bleus. Fait que pour moi, c'est ce qui a fonctionné. Des fois, de prendre des souliers plus larges. Il y a ça maintenant. Des fois, c'est A ou B, comme la largeur de ton soulier va changer. Ça peut être intéressant. Au début, c'est super déstabilisant. On m'a changé de 9 à 9,5, j'avais l'impression de courir avec des raquettes. Ça m'a pris 2 semaines à m'adapter, puis maintenant, I won't go back. Je ne vais pas retourner en arrière. Ça fonctionne, j'aime ça. Puis même l'été, quand tu as les pieds qui sont un peu enflés, t'es bien quand même. Fait que ça, je trouve ça super le fun. Crampes. Souvent, les crampes vont venir du fait qu'on est légèrement déshydraté puis que notre balance d'électrolytes, de sel est un peu déstabilisée. Si tu es vraiment wild, ce que tu peux faire, c'est de te traîner des sachets de moutarde. Tu as peut-être déjà vu ça même si tu regardes les triathlons, des fois les Ironman vont se taper ou mettre dans leur bas des sachets de moutarde parce que le vinaigre, c'est reconnu pour venir stopper la crampe, mais il faut que tu le prennes pendant que tu as une crampe. Je ne l'ai jamais fait. Je fais juste te le dire, peut-être que ça pourra t'aider. J'ai rarement des crampes. Ben, j'en ai pas. Je vais toucher du bois, là, mais c'est pas quelque chose qui m'arrive. Donc, j'en ai pas, mais je sais que ça, c'est un truc qui aide. Mais de rester hydraté le plus possible, t'hydrater avant ta course. Si tu as une longue distance à faire, la veille, il faut boire vraiment de l'eau le plus possible. Mais sinon, souvent, c'est vraiment d'arrêter et de s'étirer. Si tu n'as pas de sachet de moutarde. Le jus de pickle aussi, ça a l'air que ça fonctionne, mais c'est vraiment quand tu as la crampe à cause. C'est à cause du sel, mais c'est pas ça. C'est l'acide citrique, si ma mémoire est bonne, qui vient vraiment aider. Mais là, encore là, je ne suis pas comme biochimiste, je parle un peu au travers de mon chapeau, mais je sais que ça fonctionne. C'est prouvé là, scientifiquement, il y a les études sur le jus de pickle. Mais les sachets de moutarde, c'est comme plus facile à trimballer à cause du vinaigre qu'à l'intérieur. Tu te casses moins la tête. Tu amènes un sachet. Mais sinon, c'est tiré. Mais essaye de rester hydraté. Le potassium va aider. Fait que moi, je suis une grande consommatrice de bananes. J'adore les bananes dans ma vie. J'en mangerais 2 par jour. Fait que je vous dirais de consommer fruits, légumes qui sont riches en potassium. Puis ça a l'air que le magnésium aussi vient aider. Euh, Souvent, quand je finis mes courses, moi, j'ai mes électrolytes, le Hydrate de Body que j'adore. Fait que je vais souvent m'en prendre un. Je trouve ça bon en plus. Fait que ça m'aide à récupérer. Puis je pense que ça m'aide un peu parce que, comme je dis, j'ai pas de crampes. C'est bien, bien rare. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai eu une crampe. OK. Les zones.
1, 2, 3. Et moi, j'ai appris ça, ça fait 1 an. Là. Fait que si tu ne sais pas ce que c'est, no stress at all. Zone 1, quand tu cours, tu es en zone 1, tu es capable de parler. Tu serais capable de courir en zone 1 là, pour le prochain 12 heures. C'est facile pour toi, c'est tranquille. Fait que souvent, c'est lent. Puis souvent, les gens ont de la misère à courir en zone 1. On a tendance à se donner, surtout au départ. Fait que la zone 1, tu jases, c'est chill, ça va bien. Zone 2, tu n'es plus capable de parler. Ça va bien. Tu peux quand même soutenir un bon moment de course, mais c'est plus difficile, ça te challenge, puis tu ne peux surtout pas parler. Puis zone 3, ben t'es en dehors de ta zone de confort, là, c'est difficile. C'est presque un sprint, là. Tu cours vite. Fait que ça peut peut-être t'aider si tu regardes, tu écoutes des podcasts ou tu lis des livres. Zone 1, c'est comme chill, tranquille, ça va bien, tu peux parler. Zone 2, tu peux pas parler, mais tu es capable de maintenir. Comme il faut que tu travailles, mais tu es capable de maintenir. Zone 3, c'est un gros challenge. Tu te pousses constamment. Quel est le bon pace et quand? Il n'y a pas de bonne réponse à cette question-là. Ça dépend toujours de tes objectifs, ça dépend de ce que tu aimes faire, ça dépend de ce que tu as envie d'accomplir, où tu es dans ton parcours santé, comment tu as dormi, parce que comment tu as mangé aussi. Ta nutrition, ton sommeil, ton hydratation, tout va jouer sur ta vitesse de course. Puis le pace du bonheur, c'est souvent un pace que tu vas être confortable et que tu vas aimer. Personnellement, je ne suis pas une coureuse qui est très, très rapide, puis j'aime pas ça. C'est pas ça qui me fait vibrer. Fait que pour moi, le bon pace, ça ne sera pas nécessairement un pace qui va être rapide. Moi, j'aime ça courir plus longtemps, plus lentement. C'est ça mon pace du bonheur, c'est ça qui est bien. Par contre, comme on disait, oh, mes lumières ont flashé, je ne sais pas si tu as vu. Peut-être qu'on manquera de courant. Tu te rappelles au début, on a parlé des intervalles, des easy runs, des long runs. Quand on fait long run, on court plus longtemps, souvent on va diminuer la vitesse. On va diminuer notre pace. Après ça, quand on fait une easy run, c'est souvent en mode récupération, même chose. Intervalle, on va augmenter notre pace, on va augmenter notre vitesse, on va courir plus vite pour se challenger, pour faire travailler nos muscles, pour faire travailler notre cœur de façon plus intense. Donc, si tu veux t'améliorer, je pense qu'il faut avoir un certain équilibre dans tout ça. Sans nécessairement que ça soit parfait. Là. Fait que à quelle vitesse courir? Encore là, ça dépend de quel objectif tu veux atteindre. En ce moment, moi, je viens de commencer cette semaine un plan d'entraînement de 16 semaines vers mon prochain marathon et je vise un 4h30. C'est ça mon objectif de ligne d'arrivée en octobre. J'aimerais ça le faire en 4h30. Quelqu'un qui voudrait faire son marathon en 5 heures ne va pas s'entraîner aux mêmes vitesses que moi, je vais le faire. Mes intervalles vont probablement être plus rapides que quelqu'un qui veut le faire en 5 heures. Mais pas probablement. Ça va être ça. Donc, ça dépend toujours de tes buts à atteindre. Donc, ton pace va aussi en conséquence de tes objectifs. Si tu cours juste pour courir, vas-y au pace que tu aimes, le pace du bonheur. Ça va souvent, c'est ça qu'on aime faire. Encore là, on l'a dit tantôt, je te conseille de ne pas toujours faire la même affaire parce que ta motivation va disparaître. Challenge-toi. Puis quand tu te pousses, là, tu vas voir à quel point après, tu es fier puis tu te sens différent, tu te sens plus fort, tu te sens bien. Tu vas dormir comme un bébé quand tu vas faire des choses différentes aussi. Donc, c'est quoi le pace, le bon pace? Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Ça dépend tout le temps. Les gels, ça, on m'avait posé cette question-là après le recap sur le marathon d'Ottawa. J'ai dit que pendant la course, j'avais pris des gels pour ma nutrition. Donc, ça, c'est quoi? C'est des glucides qui sont faciles à absorber. Pourquoi des glucides et non des protéines ou des bons gras? Parce que les glucides, c'est de l'énergie directe. Ton corps va aller prendre ça pour se fueler, pour t'aider à courir. Donc, quand tu fais des longues sorties de course, pour moi, c'est souvent plus de 10 km. Par contre, si je fais une course officielle, souvent dans un 10, je vais prendre un gel. Tu veux vraiment aller booster tes réserves d'énergie pour être capable de continuer de courir. Puis
c'est facile à traîner. C'est souvent un petit sachet que tu vas ouvrir, déchirer, tu vas faire un petit type. Ça ressemble des fois à du sirop d'érable même, que tu vas avoir ton énergie, c'est du sucre. Ton corps va l'absorber, il va l'utiliser rapidement pour t'aider à continuer à courir. Donc, ça, c'est vraiment pour tes plus longues sorties de course ou de vélo aussi. Ça pourrait être intéressant c'est intéressant en vélo aussi pour garder ton énergie. Puis ça sert vraiment à ça, juste te booster l'énergie. Si tu es en vélo, souvent, c'est plus facile d'aller manger. Souvent, ça se peut que tu vois des cyclistes, ils ont des poches en arrière de leur dos sur leur chandail. Il y en a qui vont se mettre des dattes, il y en a qui vont se mettre une banane. Tu peux prendre de la compote de pommes aussi, c'est super intéressant. À la course, souvent, je vais prendre de la compote de pommes, ça se mange bien. À la course, perso, les dattes, les bananes, c'est difficile à gérer, j'aime pas ça. Mais j'ai déjà vu manger des petites patates grelots cuites. Quelqu'un avait ça dans un sac Ziploc dans ses poches à la course avec du sel. Si ça fonctionne pour toi, tu peux faire ça. C'est des glucides. Ton corps va gérer ça rapidement pour que tu aies de l'énergie. Mais moi, personnellement, je vais y aller plus avec la facilité, peut-être la paresse avec les gels du commerce. Il y en a même qui font leur propre gel avec des dates, mais moi, je les achète. En gros, ça sert à quoi? Te donner de l'énergie parce que c'est un glucide puis ton corps va l'absorber rapidement pour tes longues sorties de vélo ou de course. Ou si tu veux atteindre une vitesse beaucoup plus rapide, tu veux faire un 10 km super rapide, battre ton record, ça peut être intéressant. Après ça, il faut juste gérer à quel moment tu vas le prendre. Exemple, les gens qui vont faire les Olympiques bientôt vont prendre leur gel avant de partir, comme à quelques minutes avant le départ de la course pour se booster encore plus. Fait que voilà. J'espère que ça aide par rapport au gel. Il y a plein de marques, il y a plein de saveurs. Il faut que tu testes les saveurs, les marques pour savoir qu'est-ce que tu aimes parce qu'il y en a qui vont tomber sur le cœur, c'est sûr et certain. Travailler avec la perception de l'effort, c'est quoi ça? Il y a tantôt, on a parlé de zone 1, 2, 3. Des fois, la perception de l'effort, c'est utilisé aussi sur une échelle de 1 à 10. Comme 1 étant, tu marches tranquillement, 10 étant, tu fais le sprint le plus rapide de toute ta vie, comme s'il y avait un lion qui courait après et qui voulait te tuer. Fait entre ça, ben, c'est un peu ta perception de l'effort. 5, c'est un peu un jogging. 6, c'est un jogging plus rapide. 7, tu commences à courir. OK, 8, c'est une course soutenue, comme ça. Puis quand on travaille comme ça, bien souvent, ton 5 d'aujourd'hui, ton petit jogging tranquille, ne sera pas la même perception de ton effort d'hier. Fait que ton 5 d'aujourd'hui ne sera pas le même 5 qu'hier, puis ne sera pas le même 5 que demain. Pourquoi? Mais ça dépend de ton hydratation, de ton alimentation, de ton sommeil. Je l'ai déjà dit ici, mais tu sais, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Il va avoir des répercussions sur comment on se sent pour les 72 prochaines heures. Fait que, tu sais, si tu vas courir lundi, puis que, par exemple, vendredi soir, tu as vidé ta bouteille de vin, tu as mangé une pizza, des frites, puis, je sais pas, je dis n'importe quoi, un gâteau, forêt noire. Ça se peut que lundi, tu te sentes moyen bien là, pour ta course. Tu sais, ce qu'on consomme, notre alimentation, ça a un impact pour 72 heures. Fait que ça va avoir un impact aussi sur ton effort, puis de comment tu sens ton effort. Fait que quand tu vas à ton sprint 9 sur 10, ben, tu vas peut-être filer comme si tu vas super vite. Puis demain, tu vas courir à la même vitesse, puis tu vas peut-être filer comme si c'est super lent. Fait que la perception de l'effort, ça peut être différent d'une journée à l'autre parce que ton énergie va être différente. Qu'est-ce que je voulais rajouter par rapport à ça? Colin Debin, j'avais une idée, puis c'est comme partie de ma tête. Ta perception de l'effort. Je m'en rappelle. C'est pas important. La fameuse carb load, parle-nous-en. Donc, le taper, je vais commencer avec ça. Parce que moi, je ne savais pas ce que c'était, le taper, là, je ne comprenais pas. Donc, Taper Week, c'est la semaine avant ton épreuve où tu vas ralentir un peu pour te reposer. C'est pas plus compliqué que ça. En français, c'est quoi le nom? Je m'en rappelle jamais. Semaine de décharge, je pense qu'on dit en français. J'aime pas ça dans ce terme-là. Peut-être pour ça que je m'en rappelle jamais. Mais c'est vraiment une semaine où tu vas être actif. Tu ne vas pas être effoiré sur ton divan là, toute la semaine à écouter
Netflix, mais tu vas juste ralentir pour laisser la chance à ton corps de se réparer. Parce que quand on s'entraîne, tu fais de la musculation, tu fais du CrossFit, tu vas aller faire des micro-déchirures dans tes muscles. C'est normal. Puis on veut aller réparer tout ça. Euh, puis se donner un break aussi. Là. Tu vas arriver à ton événement pour avoir de l'énergie, fait que tu ne veux pas te brûler la veille. Donc, tu vas ralentir un peu pendant cette semaine-là. Le taper week est souvent difficile pour le mental parce qu'on approche de la compétition et on en fait moins, ce qui est un peu contre-intuitif, encore une fois. Et souvent, des fois, il y a des petits bobos qui sortent, comme par magie. Fait que là, ça nous fait beaucoup douter. Le doute est souvent présent dans la taper week parce que justement, on en fait moins et on a l'impression qu'on se dit, mais là, je devrais en faire plus, je devrais en faire plus. Fait que le doute s'installe, la crainte, la peur. Puis là, on se sent moins bien parce qu'on a des doutes, des craintes, des peurs. Mais ça fait partie du processus. Il faut le faire. Tu sais, tu n'arrives pas à aller courir 42 km puis la veille, tu as couru 30, ça ne fait pas de sens. Tu veux te reposer la semaine d'avant, mais c'est un peu contre-intuitif parce qu'on se dit, mais je pourrais donc en faire plus, tu sais. Parce que je ne veux pas arriver après ma course puis me dire, j'aurais donc dû en faire plus, tu sais. Fait que souvent, le taper week est difficile moralement, mais ça fait partie du processus. C'est normal si jamais tu as des petits bobos qui sortent, si jamais tu te sens poche, ben c'est normal à 100%. Et là, on va arriver à ta course, la fameuse surcharge en glucides. Donc, on veut vraiment venir augmenter tes réserves de glycogène pour que tu arrives à ta course et que tu aies full énergie. Là, que ce soit une longue sortie de vélo, exemple, tu planifies un vélo camping, un canot camping, une compétition de CrossFit, un demi-marathon, un 30 km de course, une course en trail, la traversée du lac Saint-Jean à la nage. Peu importe, tu veux vraiment avoir toute l'énergie possible. Puis ça, ben avant, il faut venir manger des carbs, des glucides. C'est ce qui va t'apporter de l'énergie le plus possible. Fait que, dépendant de ta compétition, ça peut être un 24 heures de surcharge en glucides. Ça peut être un 48 heures même. Ça peut être même jusqu'à presque 72 heures, dépendamment de quelle distance tu vas faire, puis de quel sport, puis de quelle intensité. Donc, j'en ai déjà parlé, je pense, un petit peu. Tu vas manger tout ce qui est riche en glucides. Souvent, on entend la fameuse spaghetti avant d'aller courir. Tu peux consommer du jus, tu peux consommer du bagel, des muffins, du pain, of course, des patates. Donc, c'est tout ça, mais en plus grande quantité que ce qu'on consommerait normalement au quotidien parce que là, on veut en avoir plus. On va avoir des réserves pour que tu arrives à ton événement et que tu sois capable de pousser la machine. Dans la vie de tous les jours, souvent, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir ce push-là, cette énergie-là. Fait que là, on veut vraiment aller à fond la caisse. Ça, encore là, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui va évoluer aussi. Maintenant, j'ai incorporé le jus. C'est tout récent. Moi, avant, quand je faisais mes carb loads, c'était comme riz, bagel, pâte. Je restais bien simple. Maintenant, j'ai ajouté du jus. Ça a l'air à bien fonctionner. Fait que c'est quelque chose qui va évoluer. Tu vas tester des choses, tu vas voir qu'est-ce qui fonctionne moins bien pour ta digestion. Je vais faire un petit tour de table, les amis. Je pense qu'on arrive à la fin, les zones 1, 2, 3, perception de l'effort, les gels, les étirements, le bon pace, la nutrition, les petits bobos, le anti-chafing, l'habillement. Mon Dieu, je suis en train de l'oublier. L'habillement, c'est sûr que c'est quelque chose qui va évoluer au courant de l'année, des saisons. Puis certaines personnes vont être plus frileux, d'autres moins frileux, fait qu'on ne s'habillera pas de la même façon. Je pense qu'il faut commencer bien simple. Des shorts, des bas, des espadrilles, un t-shirt, une camisole. Va courir avec ça. Surtout si c'est en été. Si tu persévères dans la course, ben là, à l'automne, tu vas te rajouter un chandail à manches longues, tu vas te rajouter peut-être un hoodie, un chandail à capuche. À un moment donné, tu vas te mettre une tuque. Moi, je dis toujours à mes queens, mets les vêtements que tu as. Puis quand tu cours, par exemple, en automne, ben progressivement, de semaine en semaine, de mois en mois, il va faire de plus en plus froid. Puis tu vas naturellement ajouter des couches. OK, là, fin septembre, ben je vais
m'a serré mes shorts, m'a mettre des trois quarts. Puis là, rendu au début du mois de novembre, ben, les trois quarts, c'est out. On met des leggings. Ça va se faire comme naturellement. Puis tu peux aussi, après ça, t'équiper tranquillement, pas vite. J'ai mis un hoodie pendant des années quand j'allais courir et qu'il faisait froid. Là, maintenant, j'ai un petit coup de vent technique qui est mince, qui coupe le vent, qui fait vraiment la job. Mais je ne me suis pas acheté ça la première semaine que j'ai été courir. J'ai eu des cadeaux, j'ai vu des ventes, j'ai vu des soldes aux winners, je me suis acheté des trucs, je me suis équipée tranquillement, pas vite. Tu n'es pas obligé de tout acheter, là, les gants, la tuque, tu commences à courir la semaine prochaine. Fais ça simple, puis progressivement, tu vas pouvoir t'équiper, tu sais. Mais c'est ça. Souvent, on a tendance à trop s'habiller parce qu'on a peur d'avoir froid, mais à la minute où est-ce que tu vas commencer à courir, tu vas avoir chaud. Fait que, tu sais, si on parle, là, c'est sûr qu'en juillet, tu comprends qu'on n'est pas tant habillé, là. Mais mettons en novembre, souvent, tu vas partir, puis tu vas revenir, puis tu vas être tout mouillé, tu vas avoir tellement chaud. Mais je pense qu'il faut le vivre, ça, pour après ça comprendre que tu n'auras pas tant froid que ça, tu sais. Souvent, tu pars courir, tu as froid, 1 kilomètre in, tu n'as plus froid. Fait que si elle est rendue à 2 kilomètres, tu as encore froid, bien là, c'est parce que tu n'es pas assez habillé. Revire de bord parce que tu ne veux pas te geler quelque chose, tu sais. Mais souvent, on va partir puis on va trop s'habiller. C'est comme une protection, une défense, puis c'est correct comme ça. Tu es mieux de dézipper ton manteau que de geler, tu sais. Mais je pense que quand tu y vas avec la saison progressivement, euh, ton habillement va se modifier aussi progressivement. Puis j'ai rarement vu quelqu'un qui commençait à courir à -22 le 13 janvier. Là. C'est quand même rare. Souvent, ça va être au printemps, les gens vont commencer à courir. Là, tu vas courir en été. Après ça, l'automne, tu vas te racheter des petites couches, puis tranquillement, pas vite, ben, tu vas te bâtir aussi une garde-robe. Mais moi, je dis, fais ça super simple. Shirt, t-shirt, si tu commences à ce temps-ci de l'année ou camisole. Évidemment, mets de la crème solaire. Mets-toi une casquette sur la tête. Mais tu n'as pas besoin d'une casquette spéciale qui respire. Là. Comme, utilise ce que tu as pour commencer, puis tu vas être correct. Ça va être parfait comme ça. On continue, voir si je n'ai pas oublié des. Euh, Puis pour en revenir avec les habillements, comme j'ai dit, généralement après 1 kilomètre en hiver, là, si t'es encore froid, t'es pas assez habillé, mais souvent, ça va être correct. Puis habille-toi comme s'il faisait, mettons, tu le sais pas, là, puis t'es vraiment mélangé, puis t'es comme, mais j'ai encore de la misère, je sais pas comment m'habiller. Regarde la météo, puis dis-toi qu'il fait 10 degrés de plus quand tu cours. Fait que si, mettons, tu regardes la météo, puis qu'il fait 12 degrés, ben habille-toi comme tu t'habillerais s'il ferait 22. Trust me, après 1 kilomètre, tu n'auras plus froid. Fait que, tu sais, s'il fait -5, OK, je vais m'habiller comme s'il faisait 5 degrés. Mon calcul mental était très lent. Fait que là, naturellement, tu sais qu'il faut que tu mettes un peu plus de couches. Puis quand on est en hiver, ben, c'est ça, des pleurs d'oignon. C'est le truc, une petite camisole, un t-shirt peut-être, chandail à manches longues, ton hoodie ou un coupe-vent si t'en as un, c'est l'idéal. Moi, j'aime bien les cache-cou, les bofs. On pourra en reparler peut-être plus cet hiver là, parce que là, on est en été, mais la pleure d'oignon, la technique de la pleure d'oignon, je pense que c'est gagnant. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, Oh mon Dieu, c'est vrai, je suis en train d'oublier celle-là. À quoi ressemble le déroulement d'une course officielle? Les toilettes, station d'hydratation, la médaille, le snack, comment ça marche? Je pense que ça, c'est notre dernière question. C'est parfait, on va finir avec ça. Donc, généralement, quand tu t'inscris à une course officielle, tu vas recevoir de l'information par courriel. Fait que tu ne stresses pas. On est en 2024, tu reçois un courriel, puis souvent, il y a la page Facebook de l'événement ou le site web de l'événement qui va te fournir de l'information. Fait que tu n'es pas tout seul dans le désert. No stress. Donc, tu as une course officielle, exemple, un dimanche, souvent, tu vas aller chercher ton numéro avant. Fait que soit le samedi, le vendredi, ça dépend tout le temps. Les informations vont être dans ton courriel. Donc, tu te présentes quelque part. Ça va être indiqué dans ton information. Tu vas aller chercher ton numéro de course, puis ta petite trousse, ton petit kit de départ. Des fois, il y a des chandails. Donc, tu vas aller chercher ça. Et là, bon, tu vas faire ton carb load, tu vas avoir mangé, tu vas te coucher tôt, tu vas tout préparer tes choses la veille, tes vêtements vont être prêts, tout ça va être prêt.
Tu vas arriver d'avance à la course pour ne pas être stressé de te chercher un parking, pour te rendre au point de départ tranquillement, pour avoir le temps. Comme ça, si tu te trompes de rue, tu ne seras pas stressé. Donc, la première chose que je te dis, ben, arrive d'avance. Pas compliqué, comme dans tout. La première fois que tu fais, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose, on est toujours d'avance, ça enlève un stress. Donc là, tu vas te rendre à ta ligne de départ. C'est où la ligne de départ? Ça va être dans ton information que tu vas avoir reçue dans le courriel avant. No stress. Puis souvent, avant, on a même les plans détaillés de notre parcours de course. Fait que tu peux regarder ça aussi. Tu vas savoir exactement où tu vas passer. Ensuite de ça, à la ligne de départ, il y a tout le temps des toilettes chimiques qui sont à la disposition des gens. Dépendamment de l'organisation, il y en a plus, il y en a moins. Fait que tu vas pouvoir aller faire ton petit pipi de stress avant de partir. Ça aussi, c'est arrive tôt à la toilette. Parce que tout le monde va vouloir aller faire son petit pipi de stress avant de partir. Il y a des fils aux toilettes. Fait que tu arrives tôt, prépare-toi d'avance, va te mettre en file pour ton petit pipi de stress. Le long de ta course, il va y avoir des stations d'hydratation. Donc, souvent, il y a de l'eau, puis souvent, il y a même des électrolytes. Les marques vont varier. Gatorade, None, c'est différent selon les commanditaires et tout. Et la distance de la course aussi. C'est sûr que si tu fais une course de 5 km, il y aura moins de stations d'eau que si tu fais un 42. C'est comme la logique. Puis là, il y a des gens qui vont te tendre un verre. Souvent, ils vont crier électrolyte, ils vont crier oh! Fait que là, tu tends la main, tu prends ton verre, tu dis merci, tu bois ça, tu te le verses à la tête, ton verre d'eau des fois parce qu'il fait chaud. Fait qu'au le long du parcours, souvent, il y a des stations d'hydratation. Encore là, ça va être souvent indiqué dans tes courriels d'information. Il faut prendre le temps de les lire, ces courriels-là, ça vaut la peine. C'est une mine d'or d'informations. Donc, exemple, tu fais un 5 km, tu vas probablement avoir une ou deux stations dans ton 5 km, par exemple, pour de l'eau. Souvent, sur le parcours de la course, il y aura même une toilette chimique. Peut-être pas pour un 5 km, mais si tu fais 10, demi, marathon, il va y avoir des toilettes chimiques sur le parcours. Souvent, c'est à distance comme par intervalle, là, mettons, à chaque 5 km. Là. Fait que ça peut enlever un stress. Et c'est à la disposition. Même chose, il y aura des voyons, Croix-Rouge, là, des agents de secours. Ça ne se dit pas ce que je viens de dire, mais tu as compris. Des personnes qui peuvent t'aider si jamais tu ne te sens pas bien ou s'il y a quelqu'un qui est tombé ou s'il y a quelqu'un qui a perdu connaissance parce que oui, ça arrive. Des fois, on est déshydraté. Des fois, on s'enfarge dans une craque dans l'asphalte, on se cogne le genou, ça saigne. Fait qu'il y a souvent, il y a souvent des ambulanciers, la Croix-Rouge qui sont là pour vraiment aider en cas de besoin. Fait que ça c'est le fun aussi de savoir qu'il y a une présence médicale sur place. Fait que stresse pas avec ça. Donc, là, tu es arrivé en avance. Tu es allé faire ton petit pépi de stress. Il y a quelqu'un qui va avoir un micro à un moment donné, un porte-voix qui va crier OK, tout le monde départ dans 5 minutes. Fait que là, on se rend à la ligne de départ. Il y a un petit speech qui est dit. Des fois, il y a même de la musique. Des fois, il y a voyons. J'étais pour dire l'opéra, ça n'a pas rapport, Mel. L'hymne national, des fois, qui est chanté. Et là, ils vont donner le coup d'envoi. Tu vas partir, tu cours, tu vas probablement partir trop vite parce qu'on le fait tout. Je le fais même moi. Même si ça fait 12 ans que je pars toujours trop vite parce que je suis excitée, parce que je suis full énergie. Le long de ton parcours, tu vas avoir ta station d'hydratation avec ton eau. Tu vas continuer ton chemin. Tu vas terminer, tu vas passer la ligne d'arrivée. Et là, il y a les bénévoles qui vont te remettre une médaille. Fait qu'ils vont te donner ta médaille. Puis souvent, après ça, il y a les stations avec les snacks, avec les bouteilles d'eau, où est-ce qu'il y a d'autres bénévoles qui vont te donner tes petits snacks, tes petites bouteilles d'eau après ta course. Je t'invite, quand tu fais des courses, à dire merci à au moins un bénévole parce que sans eux, l'événement n'existerait pas. Ça prend plein de gens à plein de moments dans les courses pour vraiment que l'événement ait lieu. Fait que c'est super intéressant de venir dire merci à ces gens-là qui permettent que ce soit possible. Aussi, j'essaie
d'être bénévole une fois de temps en temps pour redonner au suivant. Puis, je vous le dis, c'est tellement énergisant d'être bénévole dans des événements sportifs comme ça. Ça donne un boost, ça donne le goût de faire un événement, de faire une course. J'ai été bénévole dans un triathlon. Écoute, je capotais de voir les gens se dépasser. C'est magnifique. Fait que ça vaut la peine. Fait que, en gros, ça ressemble à ça. C'est pas tellement compliqué. Je sais que ça peut être un stress de vivre un événement pour la première fois. Il faut voir ça comme de l'excitation. C'est positif. C'est ton jour J, c'est ta cerise sur ton Sunday de ton entraînement. C'est vraiment le fun. Puis souvent, on n'est pas là pour faire des Olympiques. Fait que, tu sais, il faut se donner un break là aussi. Mais si tu lis tes courriels, tu arrives d'avance à ton événement, tu stationnes ta voiture, tu te rends à la ligne de départ, tu es là. Après ça, tu vas être plus excité que stressé parce que tu vas voir l'ambiance, la foule, les gens, la musique. Ça donne juste un beau boost. Puis je pense qu'une fois qu'on est habitué à ça, on en veut toujours plus. Moi, j'adore les événements officiels parce que ça me booste. L'énergie, là, c'est juste extraordinaire. Et voilà, c'était un épisode qui était très long. Je m'en rends compte, mais j'espère que ça pourra t'aider justement à t'enlever un peu la pression. J'ai pas non plus, j'ai pas la prétention de tout connaître. Peut-être que dans 5 ans, je vais écouter cet épisode-là et je vais dire, oh my God, Mel, t'expliquais tellement mal. Peut-être. Je ne suis pas médecin non plus, mais je vous partage mon expérience d'une fille qui ça fait 12 ans qui court, qui adore ce sport-là, que c'est un sport qu'on se dépasse à chacun de nos pas. C'est extraordinaire. J'espère que je t'ai partagé un peu ma passion de la course, puis je t'ai donné le goût aussi de peut-être enlever une certaine pression puis d'avoir du fun. Tu vas voir, ça aide à rester motivé. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir m'écrire sur Instagram ou TikTok. Mélissa Baramba Plante. Puis si tu as des amis coureurs qui débutent ou que ça fait pas longtemps qu'ils courent, envoie-leur l'épisode, ça peut peut-être les aider. N'hésite pas à me taguer aussi dans tes stories, ça fait toujours plaisir. Puis là-dessus, je te dis au plaisir de jaser. Allez, à la semaine prochaine. Bye bye.